Chapitre 9. Le temps des merveilles. Ah, je suis pas installée. Alors, cendrier là. Pendant ce temps, le roi Uther Pendragon n'avait cessé de guerroyer contre les Pictes et les hordes de Saxons qui continuaient à ravager les régions de l'Est et du Nord. Il avait été assez heureux pour repousser les Pictes, mais les Saxons lui donnaient encore beaucoup de mal, car chaque fois qu'une de leurs troupes était rejetée à la mer, il en arrivait une autre, plus puissante et plus audacieuse encore. Néanmoins, le roi Uther savait fort bien commander son armée et ne reculait devant aucune difficulté, quel que fût le temps qu'il devait y passer. Bien souvent, il regrettait l'absence de Merlin, mais il savait que celui-ci ne viendrait le trouver que lorsqu'il le jugerait utile pour le royaume. Uther combattait donc les ennemis venus d'ailleurs, et, parfois, il devait même se heurter à certains de ses vassaux, ces petits rois qui avaient beaucoup de mal à le reconnaître comme leur chef suprême et qui étaient toujours prêts à le trahir parce que les Pictes et les Saxons promettaient de grandes récompenses à ceux qui leur permettaient d'acquérir des territoires dans cette île de Bretagne qu'ils convoitaient tant. Alors je me suis trompée de sens, hop, cendrier par ici, café par ici. Car les temps étaient rudes et chacun devait lutter pour sauvegarder sa vie et ses biens. Chacun devait se méfier de son voisin toujours prêt à profiter de la moindre faiblesse. Les chefs se retranchaient dans leurs forteresses et se surveillaient sans cesse, tandis que les paysans, dans leurs villages, avaient bien du mal à garder leurs troupeaux et à cultiver leurs champs. Il n'était pas rare qu'on vînt leur dérober leur bétail ou que leurs champs fussent saccagés par des combattants plus enragés que des loups féroces. De pillage en pillage, d'incendie en incendie, le royaume devenait la proie des vautours qui s'abattaient sur lui, et quand les plaintes du peuple parvenaient jusqu'au roi Uther, celui-ci ne pouvait même pas intervenir, tant son rôle de chef protecteur le contraignait à combattre lui-même contre d'implacables ennemis. Merlin savait tout cela, et Taliesin aussi, qui se trouvait auprès de lui, dans la forêt de Kélidon, où tous deux dictaient à l'ermite Blaise les hauts faits du passé et les espérances de l'avenir. Un jour, Taliesin dit à Merlin, « Depuis que je suis dans cette vie, je n'ai plus que le pouvoir de connaître ce que les autres ne connaissent pas. Je n'ai plus que le pouvoir de la parole. Je sais endormir ou réveiller une assemblée. Je sais rétablir la justice quand elle est bafouée. Je sais parfois apaiser une querelle, me placer au milieu d'une bataille et supplier les combattants de renoncer à leur folie. Mais je n'ai plus le pouvoir que j'avais lorsque j'étais Gwyonne le Petit, lorsque je savais transformer mon aspect et celui des autres. Ainsi en est-il pour moi. Mais toi, Merlin, non seulement tu as connaissance du passé, du présent et de l'avenir, mais tu as également le pouvoir de transformer les êtres et les choses. Ne peux-tu donc rien contre le mal, contre la souffrance et la mort? Non, Taliesin, répondit Merlin, je ne peux rien contre la souffrance et la mort, et c'est tout juste si je peux parfois m'opposer au mal quand je sens que celui-ci menace d'envahir le monde. D'ailleurs, qu'est-ce que le mal et qu'est-ce que le bien? On agit parfois pour le bien et la conséquence en est le mal. De même, il est parfois nécessaire d'accomplir ce qu'on pense être un mal pour parvenir à ce qu'on appelle un bien. Cela, je le sais mieux que quiconque, puisque j'ai été engendré par l'esprit du mal, par l'ennemi. Et si Dieu ne m'avait pas arraché à mes origines, je sais bien que je répandrais la mort, que je répandrais mort et désolation par la terre entière. N'ai-je point été engendré pour cela? Cependant, reprit Taliesin, il me semble que tu pourrais intervenir au milieu de ces luttes incessantes et réconcilier ceux qui se heurtent avec tant de violence. Merlin répondit, certes, je le pourrais, mais à quoi cela servirait-il? Une querelle apaisée, une autre se lèverait. Sache, Taliesin,
que la destinée des humains est tout entière fixée dans un plan que seul connaît Dieu. Et si j'ai conscience de ce qui peut arriver dans l'avenir, c'est toujours une vision incomplète qui vient à mon esprit. Et, comme tous les humains, je mourrai, et je ne connais ni le moment ni les circonstances de ma propre mort. Il en est de même pour la destinée du royaume. Je sais qu'il disparaîtra un jour. Je sais même que cette disparition sera causée par une lutte à mort entre le père et le fils. Mais je ne pourrai rien empêcher. On ne peut rien contre la mort, Taliesin, parce que la mort n'est que le milieu d'une longue vie. Pendant que Merlin parlait ainsi et que Taliesin l'écoutait attentivement, l'ermite Blaise écrivait sur de grands parchemins qu'il mettait ensuite à l'abri dans des coffres de pierre. Merlin dit à Blaise: « Voici encore un récit que tu devras conserver pour les générations futures. Et ce récit, c'est Taliesin qui va le faire, car il le connaît lui aussi. Et il faut que tu saches, Blaise, que je ne serai pas toujours là près de toi, et que Taliesin est aussi capable que moi de raconter les événements des temps aventureux. » Alors Taliesin prit la parole, et l'ermite Blaise transcrivit fidèlement son récit. Oulala. Ce début de chapitre est inspiré par les poèmes attribués au barde Myrdhinn Merlin contenus dans les 2 manuscrits gallois, le livre noir de Carmarthen et le livre rouge de Hergest, notamment par un curieux dialogue prophétique entre Taliesin et Merlin, qui sont supposés en être conjointement les auteurs. Il y avait en des temps lointains un roi du nom de Bran Vendigate, c'est-à-dire le béni. Il était fils du roi Lyre et il avait une sœur nommée Branwen, Blanc-Corbeau, ainsi que 2 demi-frères, Nicienne et Evnicienne. Nicienne était un jeune homme d'une grande bonté, et chaque fois qu'une dispute éclatait quelque part, il se trouvait là pour l'apaiser. Mais Evnicienne ne se plaisait jamais tant que lorsqu'il pouvait semer la discorde quelque part, même entre ses frères. Néanmoins, Bran l'aimait beaucoup et l'avait toujours en sa compagnie. Or, un jour que Bran se reposait avec ses frères sur un rocher qui dominait la mer, devant sa forteresse de Harlech, forteresse sur la côte du Merionethshire, Pays de Galles, il aperçut 13 navires qui venaient du sud de l'île d'Irlande et se dirigeaient vers la côte. Ils avançaient rapidement car un vent favorable gonflait leurs voiles et les faisait se rapprocher de plus en plus. « Je vois des navires qui viennent vers nous, dit le roi. Commandez donc aux hommes de la cour de se vêtir et d'aller jusqu'au port pour savoir quelles sont leurs intentions. » Les hommes revêtirent de beaux habits. Ah bah oui, il faut se faire beau pour accueillir les gens. Et descendirent jusqu'au port. Quand ils examinèrent les navires de plus près, ils furent bien convaincus qu'ils n'en avaient jamais vu qui eussent l'air mieux équipés. De beaux étendards d'étoffe brodée d'or flottaient au-dessus d'eux. Tout à coup, un navire se détacha en avant des autres, et on vit se dresser au-dessus du pont un bouclier suspendu à un mât en signe de paix. Les hommes de Bran avancèrent vers lui de façon à pouvoir converser. Alors les étrangers jetèrent des canots à la mer, se rapprochèrent du rivage et demandèrent à parler au roi Bran. Celui-ci vint à leur rencontre. « Soyez les bienvenus, leur dit-il. À qui appartiennent ces navires et quel en est le chef ?» Eh bien, décidément. Les étrangers répondirent: « Matholwich, roi d'Irlande, est ici, et ses navires sont à lui. » Bran leur demanda quel était le désir du roi d'Irlande. « Seigneur roi, dirent-ils, Matholwich est venu jusqu'à cette île pour conclure une alliance avec toi. Il désire ta sœur Branwen en mariage, et il établira entre son royaume et le tien des liens qui renforceront la puissance de chacun. » Bran se mit à réfléchir, puis il leur dit: « Que Matholwich vienne à terre et nous délibérerons à ce sujet. » Ah, j'ai la gorge qui gratte.
C'est pénible. C'est parce que j'ai mangé du miel avant. J'adore le miel, mais ça me gratouille le gosier. On alla porter la réponse au roi d'Irlande. Et celui-ci vient à terre en compagnie de ses conseillers. On lui fit bon accueil et il y eut, ce soir-là, un grand rassemblement des hommes de Matholwich et de Bran au cours d'un festin. Ah mais c'est l'horreur. Qui dura une grande partie de la nuit. Et le lendemain, on tint conseil et il fut décidé qu'on donnerait Branwen à Matholwich. C'était l'une des 3 premières femmes de cette île et la plus belle jeune fille du monde. Ah oui, c'est toujours le cas. C'est toujours la plus belle fille du monde. On convint d'un rendez-vous à Aberfrau où serait célébré le mariage. Alors, tant par mer que par voie de terre, on se dirigea vers Aberfrau, au sud de l'île de Mahon, au nord-ouest du pays de Galles. À leur arrivée à Aberfrau, le banquet commença. Bran était assis aux côtés du roi d'Irlande et Branwen se trouvait avec eux. Il ne se trouvait pas dans une maison, mais sous un pavillon, car Bran était si grand qu'il n'aurait jamais pu tenir dans une construction de pierre, si vaste soit-elle. On se mit à boire et on continua, en causant, jusqu'au moment où il fut plus agréable de dormir que de boire. Ils allèrent donc se coucher. Le lendemain, tous les gens de la cour se levèrent et les officiers commencèrent à s'occuper des chevaux, prenant grand soin d'eux et les répartissant de façon à ce que chacun pût retrouver sa monture en bon état. Sur ces entrefaites, Evnissem, qui errait dans la cour, se trouva du côté où l'on avait rangé les chevaux de Matholwich et de ses hommes. Il fut alors saisi d'une grande fureur et d'une grande jalousie, parce qu'on avait donné sa sœur Branwen au roi d'Irlande sans lui demander son avis. Il se précipita sur les chevaux, leur coupa les lèvres au ras des dents, les oreilles au ras de la tête, la queue au ras du dos, et il ne trouvait pas prise sur les sourcils. Ah, et s'il ne trouvait pas prise sur les sourcils, il les rasait jusqu'à l'os. Il mutila de telle sorte les chevaux de Matholwich qu'il était impossible de n'en rien faire. Et cela méchamment parce qu'il était furieux de voir sa sœur mariée sans qu'il eût pu donner son avis. Et je vais manger. Oh. Hop là. Comme ça